Bonjour, professeur Kelp. Bonjour. Alors, je suis ce que tu fais sur Facebook, les petites vidéos, que je partage d'ailleurs sur ma page Facebook de Zone Imaginaire. Ah, c'est très gentil, ça me fait de la publicité. Pourquoi tu t'appelles professeur Kelp? Professeur Kelp, pour les gens qui ne me connaissent pas encore, c'est l'entité, donc c'est mon alter ego, mon double qui répare et qui fait des restaurations, donc qui fait des réparations d'objets de collection ou des produits dérivés. Alors pourquoi professeur Kelp? Eh bien, c'est mon affection pour le personnage de Jerry Lewis dans Dr. Jerry et Mr. Love, donc un film qui date de 1960 et qui est une parodie du Dr. Jekyll et Mr. Hyde, où Jerry Lewis donc, campe un professeur qui s'appelle Professeur Kelp et qui est, comment on va dire, qui n'est pas très beau et qui invente une potion qui le rend bellâtre et qui tombe toutes les filles, ou en tout cas qui séduit beaucoup de gens sur le campus. Voilà. Et pour moi, c'est le meilleur film de Jerry Lewis, qui me fait hurler de rire à chaque fois que je le vois, parce qu'il y a des gags dedans qui sont énormes, qui sont magnifiques. Et donc, je voulais rendre hommage à Jerry Lewis, parce que j'adore les blagues, que j'adore les gags, et que ce film-là m'a beaucoup impacté quand j'étais gosse. Et quand il a fallu trouver le nom de l'activité, ou en tout cas me suis créé un personnage pour les réparations, eh bien, j'ai choisi ce nom-là de Professeur Kelp. Et tu réalises des vidéos sur Facebook. Et je réalise en fait des vidéos, des reels, pour parler contemporain, et des albums de mes réparations, réparations et restaurations. Voilà, effectivement, c'est le personnage est né dans 10e Planète, magazine sur les produits dérivés, il y a pas mal d'années maintenant, il y a plus de 20 ans, avec la clinique du professeur Kelp. Et je continue donc en tant que professionnel à faire ces réparations pour les collectionneurs et puis pour certains privés ou en tout cas des organismes style des musées. Voilà. C'est un peu exceptionnel, mais cela arrive. Peux-tu nous présenter ton stand? Pour cette année, le Gentleman Collectionneur, dont j'ai la présidence, bien entendu. Enfin, quand je dis bien entendu, c'est pas présomptueux de ma part, avec Olivier Cabourdin, donc All Cabourg en gare sur Facebook. Cette année, on a décidé de présenter du Cosmos 1999 et du 2001, l'Odyssée de l'espace. Car les deux œuvres sont très liées. Elles sont liées par le fait que d'abord ça a été réalisé en Angleterre et que Cosmos 1999, c'est pour beaucoup d'éléments, s'inspire de 2001. Par exemple, si on prend l'épisode pilote, eh bien, l'épisode pilote, le premier épisode de Cosmos, eh bien, lorsqu'on découvre le commandant Koenig à bord de l'Aigle, eh bien, le cadrage, c'est exactement le même que dans 2001, on découvre le professeur Floyd assis dans la navette spatiale et on voit le couloir. C'est exactement pareil. Le design de la base Alpha s'inspire du design de la base Clavius de 2001. Et puis l'Aigle est en grande partie inspiré du Moonbus, ce véhicule qui va à la surface de la Lune d'un point à un autre. Eh bien, l'Aigle s'inspire de ce fameux Moonbus. Voilà. Donc on a décidé de faire les deux. Et puis ça tombait bien parce que Olivier possède la collection Cosmos, et puis moi c'est 2001. Tu préfères Cosmos 1999 ou 2001? J'adore les deux. J'adore les deux. Seulement, avec 2001, comme tu sais, pour 10e Planète, il y a maintenant quasiment 23 ans, 24 ans, j'avais fait un numéro hors série sur 2001 et que 2001 m'avait drôlement impacté. J'avais collectionné pas mal d'objets, pas mal de collectibles, pas mal de documents sur 2001. Et sur Cosmos, c'était pareil, mais seulement Olivier a pris une avance assez considérable pour Cosmos, et moi j'en ai pris sur 2001. Alors bon, comme on est tous les deux dans la même association, on n'allait pas se faire concurrence, donc chacun est allé dans son domaine, et comme on est dans la même association, on présente les deux univers, comme ça, il n'y a pas de jaloux.
On reviendra à ton stand tout à l'heure, mais je voulais savoir qu'est-ce que tu penses de cette première journée des Auxerre Galactic Days? C'est toujours un plaisir de venir au Auxerre Galactic Days parce que d'abord on est bien accueillis et que ça nous permet de montrer nos collections et de partager nos connaissances et nos passions. Parce que derrière tous ces objets-là, il y a une histoire et on s'est enrichi de toutes ces histoires-là, savoir comment ça a été créé, par qui, les designs, etc., etc. Et on essaye, en tout cas, c'est notre plaisir à nous de partager avec le public. Est-ce que tu peux nous parler du vaisseau qui est célèbre dans Cosmos 1999? Ici, nous avons, je vais mettre la main pour montrer l'échelle, les dimensions de cette réplique. C'est la réplique exacte du plus grand modèle de tournage, donc on appelle Aigle, un vaisseau qui a été créé en très très grande partie par Brian Johnson. Et qui, ici, donc c'est une réplique, mais cette échelle-là, il fait 1,10 m. Il est à peu près à l'échelle du 1/24e, si je ne dis pas de bêtises. Et ce sont ces dimensions-là qui ont permis de faire des effets spéciaux pour les gros plans. Voilà, ce vaisseau a cette dimension-là, c'est pour les gros plans. Et puis il faut savoir qu'il y a eu des modèles plus petits qui faisaient 65 cm de long, à peu près la moitié de celui-là, pour les plans un peu moyens. Voilà. Et donc ça, c'est la réplique du plus gros des modèles de tournage de la série à l'époque. Et ils se sont inspirés de quoi? Alors, ils se sont inspirés de pas mal de choses, je l'ai dit tout à l'heure, inspirés du Moonbus de 2001, l'Odyssée de l'espace, mais également du Grasshopper, donc la sauterelle, un dessin fait par Foss, Chris Foss, qui est un illustrateur des années 70, très très connu. Et donc il y a un ensemble d'influences qui ont permis d'aboutir à ce véhicule, multipurpose, à savoir un véhicule utilitaire, parce que comme tu peux le voir, il a une structure en forme de cage, qui est la structure principale, sur laquelle il y a le cockpit que l'on appelle bec. Le nom de Aigle, alors le nom de Aigle vient de la NASA, c'est inspiré du nom du LEM qui a mis les hommes sur la Lune, Armstrong et Aldrin, et donc le véhicule là, le LEM s'appelait Eagle, donc the Eagle has landed, donc l'aigle a atterri lorsqu'ils ont mis la première fois les patins et les pieds sur la Lune, donc ça s'appelle l'aigle parce que c'est une influence de la NASA, et au centre il y a un caisson. Ici, c'est un module passager, mais à savoir que il peut y avoir, il y a même des modules différents, et cet aigle-là sert à plusieurs fonctions. Il peut transporter des charges nucléaires, un pod laboratoire, et ça peut venir effectivement module technique. Donc c'est un engin multimodal, effectivement, voilà. Il sert à plusieurs choses. Et effectivement, c'est le véhicule par excellence qui signe, on va dire, le visuel de la série, parce qu'il n'y a pas un épisode où on ne voit pas des aigles. Hein, voilà. Et grâce à ça, on se déplace d'une planète à une autre, d'un point à l'autre de la Lune, etc. Il y a toujours des catastrophes. Hein. Alors, les nombreux plans où il décolle, où il atterrit, etc., etc., ce sont des, des éléments, des scènes qui viennent ajouter du dynamisme dans le scénario. Ah. C'est extraordinaire. C'est un magnifique design qui, d'un point de vue, moi, amateur, je ne m'en lasse pas. C'est absolument, il est absolument génial, quoi. Je présente deux objets. Là, par exemple, il y a une jolie illustration de Martin Bower, qui était le maquettiste sur la série à l'époque. Donc, une petite dédicace pour Olivier. Et donc Martin Bower avait fait un petit dessin d'un des chars que l'on voit circuler sur la Lune, utilisé par les Alphans bien entendu. Et donc là on passe du dessin griffonné vers la réalisation en volume de ces fameux chars que l'on voit déambuler de quelquefois, enfin dans les épisodes. Voilà.
Donc là, il y a un ensemble de véhicules. Ici, nous avons le Swift, nous avons le Super Swift, parce que à chaque épisode, eh bien, il y a un véhicule plus ou moins nouveau qui apparaît, pour relancer un petit peu l'histoire, ne pas être rébarbatif, ne pas se répéter, bien entendu, parce qu'à force de trop voir l'aigle, peut-être qu'on en aurait un petit peu marre, bien que l'aigle est vraiment fantastique. Ici, une version, c'est dans Ruse de guerre, où à un moment donné, eh bien, on voit ce véhicule apparaître. Comment est aménagée la base alpha? Tu vois par exemple ici les quartiers. Alors ça c'est la saison 1, parce que dans la saison 2 ils ont coupé les crédits et puis ils se sont retrouvés dans les sous-sols et puis il n'y a plus les magnifiques décors de la première saison qui avait bénéficié quand même de budgets assez conséquents. Une collaboration aussi avec la télévision italienne. Là nous avons les objets, ici un communicateur. Voilà, qui sert à la fois à communiquer et puis à la fois à ouvrir les portes en fonction du degré d'habilitation. Par exemple, nous avons donc les portes s'ouvrent ou pas. Et ici, le fameux stun gun. Alors stun qui vient du mot anglais assommer. Alors ici, c'est une version avec une molette parce que dans la première version de cette arme-là, c'était lisse au-dessus. Et on ne savait pas, quand ils les utilisaient, il y avait un rayon qui partait. On ne savait pas si le personnage était tué ou s'il était assommé. Voilà. Donc on voit ici stun et ici on voit ici kill. Voilà. Stun et kill. Alors donc il y avait des gros plans pour montrer on va le tuer ou on va simplement l'assommer. Voilà. Mais c'est les fameuses armes qu'on a tous pris pour une agrafeuse automatique, bien entendu. Voilà. Parce que quand on prend les agrafeuses de l'époque déjà, c'est cette formée-là, quoi. C'est ça qui est formidable, quoi. Ouais, ploum, 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 voilà. Bon. Puis les personnages. Et là, on arrive vers des versions des vaisseaux extraterrestres, parce que dans Cosmos, tous les épisodes, il n'y a pas un épisode où il n'y a pas d'extraterrestres. Et donc, il fallait apporter de l'exotisme. Et l'exotisme était apporté par des designs fantasque, mais aussi par des couleurs, parce que Cosmos, donc la série se passe sur la Lune, et dans l'espace, donc on a un environnement noir et blanc. Rare est la couleur, hormis sur les costumes où on voit les manches des personnages, où on voit le grade, voilà. Mais sinon, c'est quand même noir et blanc. Alors donc, l'aigle étant blanc, il fallait apporter un peu d'exotisme et de couleur, et ce sont les extraterrestres, les véhicules extraterrestres qui apportent cet exotisme-là, et on voit que cela tranche carrément du noir et blanc du côté des aigles, des éléphants, et de la couleur vers les extraterrestres. Donc ici nous avons une magnifique collection, alors petite partie de la collection, parce qu'il y en a encore beaucoup dans les caisses. On serait capable de faire une grande exposition, en tout cas notre stand qui est divisé en deux avec 2001, on pourrait faire rien qu'avec Cosmos. Et inversement, avec 2001, il n'y a qu'une partie ici, on pourrait très bien faire une autre agrandir un peu plus la collection. Voilà. Alors ça c'est la collection d'Olivier Olcabour-Hangar, Olivier Cabourdin, qui est, je le répète, fondateur et trésorier de l'association Les Gentlemen Collectionneurs. Et puis, si tu veux, on a mis la Lune qui nous divise l'univers, les deux univers, parce que Cosmos se passe sur la Lune avec la base Alpha, mais 2001, l'Odyssée de l'espace, aussi, une grande partie se passe sur la Lune. Et là, on arrive vers l'ancêtre. Alors, je dirais... c'est pas méchant pour Cosmos, bien entendu, Cosmos a sa propre singularité, mais là on a vraiment le film source, le film qui a inspiré pas mal de choses, et c'est 2001, l'Odyssée de l'espace de Kubrick, 1968. Cosmos, c'est une série qui date de 1974-1975. Là, nous sommes 6 années auparavant, sachant que le film, la pré-production avait commencé déjà en 1965. Kubrick voulait faire le film de science-fiction et il y est arrivé puisque c'est devenu, avec le temps, le chef-d'œuvre que l'on sait de 2001, l'Odyssée de l'espace. Alors, pour beaucoup, 2001, l'Odyssée de l'espace, c'est l'Arlésienne. À savoir, on en parle beaucoup, mais on en connaît très très peu à ce sujet-là. Pour résumer, mais vraiment pour résumer, 2001, l'Odyssée de l'espace, si on n'a pas compris le film,
Le sujet, c'est une histoire d'évolution. Les extraterrestres, au début du film, on voit des singes, ce ne sont pas des singes, ce sont des australopithèques qui vont donner naissance à l'espèce humaine par l'intervention d'extraterrestres. On est dans Alien Theory là, sur RMC Découverte, hein. C'est exactement ça. Mais c'était il y a 60 ans avant. Et donc les extraterrestres trouvent qu'il y a une peuplade, une tribu d'australopithèques qui est beaucoup plus vindicative que l'autre parce qu'ils se disputent un point d'eau. Et donc, les extraterrestres vont faire atterrir leur monolithe, qui est une sorte de couteau suisse, qui est capable de donner la mort, mais à la fois de donner des connaissances et de transmuter la matière. Et ils vont transmuter les australopithèques de cette tribu-là pour en fait les ancêtres de l'espèce humaine. Et c'est pour ça que, quand ils se disputent, ils s'envoient des cris à la figure, à la gueule plus exactement, parce que ce sont des australopithèques. Et quand ils sont herbivores. Et dès qu'ils ont touché le monolithe, ils deviennent carnivores. Ils utilisent la première arme avec l'os, avec l'idée sous-jacente qu'il ne peut y avoir évolution que s'il y a des guerres. Et effectivement, Guetteur de Lune, qui est l'australopithèque, le chef, va prendre cet os comme la première arme humaine, on va dire presque humanoïde en tout cas, et il va tuer l'autre. Et hop, on se retrouve avec l'os jeté dans l'espace et on se retrouve en 2001. Et avec les satellites qui voltigent. C'est pas n'importe quel satellite là. Nous avons affaire à des satellites qui sont des plateformes nucléaires, parce que le monde en 2001 est un monde en ébullition. Chaque nation s'observe, et c'est le premier qui fait un faux pas, et la guerre nucléaire est lancée. Voilà. Et donc ça, c'est l'os du futur. C'est tout simplement ça. Et donc Kubrick voulait montrer, a dit clairement, si on veut évoluer, en fait, on est obligé de se faire des guerres. Et c'est vrai que les guerres, tout en étant, d'une extrême tristesse, hein, eh bien, apportent son lot. Les guerres apportent leur lot de technologie, et effectivement, et on évolue. Et on évolue comme ça. Voilà. Donc c'est une histoire d'évolution. Alors bon, après ensuite, on a affaire à des designs qui sont totalement inspirés de ce que pourrait faire, ce que faisait la NASA, mais on transpose la NASA dans un futur hypothétique. Et les personnes, les artistes et surtout les ingénieurs et les scientifiques qui ont travaillé avec Kubrick et Clarke, était en collaboration avec la NASA, et Fred Orway, qui était le responsable scientifique conseiller de Kubrick, avait collaboré avec Werner von Braun, qui est le monsieur qui a été allemand, qui a été un transfuge des Américains, puisqu'il a été récupéré par les Américains à la fin de la Seconde Guerre mondiale. Et puis il a permis aux Américains de mettre les pieds sur la Lune grâce justement à la Saturne V. Voilà. Et donc Frédéric Orway a travaillé avec ce monsieur. Et les designs des vaisseaux dans 2001, l'Odyssée de l'espace, sont totalement inspirés de ce que la NASA faisait. Et par exemple, là, nous avons affaire, par exemple, c'est l'Aries. Alors ce véhicule-là, lui, n'a pas de design aérodynamique, et pour cause, parce que c'est un véhicule qui ne peut évoluer évolue dans l'espace. Donc, il a une forme sphérique, mais si on regarde bien au niveau de ses patins d'atterrissage, il a exactement les mêmes patins que l'aigle du LEM qui a mis les hommes et les pieds sur la Lune. Voilà. Donc c'est la NASA transposée. Alors tout à l'heure je parlais, je reviens, ici on a affaire à la base Clavius, et on voit que la base Clavius, dans son design, c'est la base alpha. Alors, bien entendu, ici, j'ai utilisé des éléments de la maquette du kit plastique de la base alpha qui était sorti dans les années 70 pour faire Clavius. Mais le design de la base Clavius, c'est 2001 qu'il avait donné, et on voit donc une transposition dans Cosmos. Et là, on a affaire au fameux Moonbus qui a inspiré en grande partie l'aigle de Cosmos 1999. Voilà, c'est des affaires d'influence. Et puis on arrive quasiment presque à la fin du film avec le fameux ordinateur qui pète les plombs, qui tue quelques membres d'équipage. Et Dave Bowman, qui est le seul survivant de cette mission Jupiter, on appelle ça, la mission Jupiter. Dave Bowman, lui, il se retrouve seul.
Et qu'est-ce qu'il fait? Perdu pour perdu, il se dit je vais aller voir le gros monolithe qui traîne aux abords de Jupiter. Et les extraterrestres vont faire exactement pareil avec Bowman que ce qu'ils ont fait avec les australopithèques au début du film. Ils vont transmuter l'être humain d'Eve Bowman pour en faire un être qui est une sorte d'entité, qui n'est extraterrestre, on va dire, voilà, mais supérieure. Et pourquoi ils font ça? Parce qu'ils se sont aperçus que Dave Bowman, vous vous rappelez cette fameuse séquence où il est coincé dans la capsule, mais il n'a pas son casque. Il ne peut pas réintégrer le vaisseau. Il est perdu dans la capsule, il va mourir. Alors que dans le vaisseau, il y a déjà un environnement plus connu, d'abord, plus ample, et où il peut déjà un peu mieux survivre. Eh bien, il a démontré aux extraterrestres qu'il avait de la suite des idées, qu'il avait un instinct de survie supérieur à tout ce que les extraterrestres avaient vu avec les autres. Et donc, il passe de la capsule sans casque dans l'espace pour aborder le vaisseau. Ils voient qu'il a un instinct de survie. Qu'est-ce qu'ils vont faire avec lui? Ils vont faire pareil qu'avec les australopithèques. Ils vont le transmuter, il va devenir le Starchild, l'enfant des étoiles. C'est ça. Donc, il y a une histoire d'évolution. Sans oublier qu'au début du film, on a, avant le générique, etc., on a le thème d'Ainsi par les Zarathustra. Le fameux thème pom, 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 voilà. Ça, c'est le thème du surhomme de Zarathustra. Donc, le film, s'il ne faut que vraiment l'enfermer, voilà, l'enfermer dans une parenthèse, c'est une histoire d'évolution. Voilà. Dave Bowman, à la fin, revient vers la Terre sous forme d'extraterrestre, ou en tout cas d'une entité qui est à mi-chemin entre l'extraterrestre et je ne sais quoi, mais il est transmuté, c'est plus un être humain. Et c'est ça, en fait, il devient une nouvelle espèce. C'est ça l'histoire de 2001 Odyssée de l'espace, mais raconté avec le talent du Kubrick et le fait que c'est un film qui est contemplatif. Et le fait que ce soit contemplatif avec peu de dialogue en a perdu plus d'un. Mais en fait, c'est ça à la base. Je vais dire, c'est tout simple. Ce que je vous dis là, moi, en quelques minutes, il m'a fallu quand même quelques années d'apprentissage quand même, parce que d'abord, j'ai vu plusieurs fois le film. Et puis surtout, d'abord, quand j'étais adolescent, j'ai découvert donc à la fin des années 70, début des années 80, le film au cinéma, parce que pour une rétrospective, on repassait au cinéma 2001. Et ce qui m'avait d'abord, je connaissais déjà le film par les photos, et j'étais allé le voir le film après au cinéma. Ce qui m'avait d'abord séduit, c'est ma passion, moi, pour les vaisseaux spatiaux, les designs de l'espace, etc. D'abord par les designs, et c'est après ensuite que j'ai appris à connaître 2001 dans son scénario, qui a fait quoi, comment et pourquoi les choses. Voilà, c'est absolument magique. C'est un film qui est extrêmement puissant, et 60 ans après, 2001 reste toujours le même chef-d'œuvre. À savoir que 2001, à l'époque, quand il est sorti, c'était pas le chef-d'œuvre d'aujourd'hui, ou qu'il est devenu des mois ou des années après. On a 2001 a fait sa publicité par la fameuse séquence de Stargate, la fameuse porte des étoiles multicolore où Dave Bowman s'introduit dans les dimensions, etc. C'est parce que les beatniks de l'époque, sous LSD, se shootaient, c'était psychédélique, effectivement, ils allaient au cinéma. Ils étaient aidés par le LSD et par les fameuses images qui étaient projetées, et les mecs partaient dans les étoiles totalement, quoi. C'est ce qui a fait la réputation, entre guillemets, du film, avant de devenir le fameux chef-d'œuvre. Voilà, c'est magnifique. À savoir aussi qu'il y avait une musique qui avait été composée par Alex North et que Kubrick a délaissé au profit de cette fameuse musique temporaire du beau Danube bleu, de Ligeti et de ces fameuses voix totalement atonales et étranges que l'on entend dans le film. Voilà. Quel message aurais-tu à dire aux personnes qui organisent l'AGD? Hormis de leur souhaiter une longue continuation, parce que franchement, ce sont des gens géniaux, le cœur sur la main. Je souhaite longue vie d'abord à eux, et puis au salon. Pour toi, qu'est-ce que l'imaginaire? L'imaginaire, c'est quelque chose qui nous permet de permettre de vivre et de survivre. Moi, alors là, je parle d'un point de vue personnel. Si je n'ai pas des moments artistiques au quotidien,
si je n'écoute pas de la musique, si je ne chante pas, si je ne siffle pas, si je n'invente pas, que ce soit pour des jeux de mots, parce que j'ai inventé des objets aussi. Hein. Je suis fier de vous dire que j'ai déposé un brevet à l'INPI, un brevet donc d'invention. Pour moi, la créativité, l'imagination, l'artistique, etc., la musique, le cinéma, le modélisme, la peinture, là encore j'ai les doigts propres et d'habitude je me trimballe avec des doigts qui sont complètement couverts de peinture. D'avoir une activité artistique créatrice, ouais, pour moi c'est une affaire de survie en fait, je ne pourrais pas. Et qu'est-ce que t'apporte l'imaginaire dans ta vie quotidienne? Ah ben de changer de monde, de mieux encaisser la dureté du monde réel. Mais le monde réel, c'est la musique aussi, attention. Hein. Le monde réel, c'est tout ce qui est activité artistique. Un peintre vit dans le monde réel. Un maquettiste, un modéliste vit dans le monde réel. Il n'y a que les imbéciles qui pensent que d'être un col blanc et d'être docteur ou faire de la politique, ce sont des boulots louables. Absolument pas. Le monde est rempli notre quotidien est rempli de boulot et de petits travaux louables, je dirais. Mais ça permet de mieux encaisser là en fait l'âpreté de notre quotidien. Quand on écoute les informations, on écoute les politicards, notre monde est très triste. Alors j'ai vécu adolescent les années 80. C'était peut-être pas tout rose non plus, mais il y avait une plus grande imagination, il y avait une plus grande créativité en termes de films et en termes de musique. Si on parle des années 80 et que les années 80 sont encore présents et on le présente dans des émissions, c'est pas pour rien. C'est qu'il y avait une richesse artistique qui est indéniable et qu'on ne retrouve plus. Malheureusement, depuis quelques années, pas mal d'années, notre monde s'est drôlement noirci et que heureusement que nous avons des conventions, nous avons ce type de salon et l'imagination, la créativité, etc. nous permet de mieux encaisser, en tout cas pour des sensibles comme moi, de mieux encaisser de ce monde-là. Je pense que si je ne chantais pas, si je ne sifflais pas, si je n'inventais pas, si je ne peignais pas, si je ne faisais pas des choses avec mes doigts, eh bien, si je ne faisais pas de jeu de mots, ben je crois que, enfin, je sais pas, je serais pas moi d'abord, et puis, c'est ça, le monde serait bien triste. Hein. Quel message aurais-tu à dire aux abonnés de Zone Imaginaire qui t'ont découvert il y a 3 ans? Eh bien, je dirais qu'aux abonnés, écoutez, d'abord abonnez-vous, suivez régulièrement les émissions, et puis peut-être sortir des écrans et essayer d'aller dans les salons, rencontrer des gens, des passionnés qui vont vous transmettre la fibre, qui vont vous transmettre l'étincelle, parce que quelquefois on connaît de loin des œuvres, on en a entendu parler, mais on ne sait pas à quoi ça correspond. Eh bien, parler avec des passionnés et des gens qui connaissent, qui ont de la culture, etc. Alors, je ne parle pas spécialement pour moi, parce que là aussi, ce serait présomptueux, mais c'est ouvrir aux autres. Et puis, le fait d'apprendre, eh bien, ça nous permet de nous ouvrir à plein d'autres choses. Voilà. Donc, abonnez-vous, tenez-vous informés, allez dans les salons et puis rencontrez des gens. Pour en revenir à la clinique du professeur Kelp, s'il y a des personnes qui ont des choses à réparer, comment ça fonctionne? Alors c'est tout simple, si des personnes veulent des réparations de leurs statuettes, de leurs objets de collection, il y a une adresse qui se trouve en bas de mon kakémono. C'est une adresse mail. Alors j'insiste avec les mails, pourquoi? Le mail, le courriel, donc le courrier électronique, tout simplement parce que ça me permet donc de recevoir les messages avec photos et texte. Et que je peux faire un dossier, moi, avec le message, la demande qui m'a été faite. Je remplis ça, ces dossiers avec les photos aussi. Ça me permet de les ouvrir sur mon ordinateur, de bien voir, faire établir des estimations par photo. Tout simplement, c'est mieux que Messenger, WhatsApp et compagnie, parce que le problème de ces réseaux-là, c'est que à toute heure, on peut m'envoyer des messages et que des fois des messages peuvent se perdre et que l'on me contacte souvent avec des pseudos.
et que les pseudos peuvent prêter à confusion. Donc voilà, et puis surtout j'aurai plus de vie quoi. Alors donc je m'astreins à ces choses-là tout simplement parce que faut que je préserve ma vie privée. Mais si on veut me contacter, c'est donc par courriel à clinique@professeurkelp.fr. Là, on m'envoie un message, on m'envoie des photos et puis je fais un dossier et puis je réponds dès que je peux. Comme cette interview sera publiée en 2025, quel sera le stand des Gentlemen Collectionneurs l'année prochaine? On va traiter des séries télé des années 60 et 70. Donc il va y avoir Les Envahisseurs, Voyage au fond des mers, il va y avoir Star Trek bien entendu, il va y avoir Buck Rogers, il va y avoir Battlestar Galactica, un petit peu de Cosmos, il va y avoir du Logan's Run, L'Âge de Cristal, etc. etc. Voilà. Donc, je te remercie beaucoup. À l'année prochaine. Et à l'année prochaine.